Moi, toute chose, je dirais, présenter les excuses de la dynamique pour le retard qu'a connu le démarrage de cette conférence de presse. Dans un premier temps, nous allons écouter la déclaration liminaire et ensuite les responsables recevront les questions des journalistes. Merci. Sans tarder, nous donnons la parole à M. Fulbert Akisso, coordonnateur. Alors, je voudrais à mon tour, en tant que coordinateur de la dynamique, réitérer nos excuses aux journalistes qui nous attendent depuis quelques heures, parce que nous avons fixé cette conférence de presse à 9h30, mais pour des questions liées à l'organisation, nous avons pris quelques retards. Veuillez nous en excuser. Alors, je vais vous donner la déclaration liminaire de cette conférence de presse. Déclaration liminaire. Le lundi 6 avril 2020, le SCRIC a renvoyé une seconde convocation au président Guillaume Kodjo à se présenter le jeudi 9 avril 2020 à 9h. La convocation était délivrée à 11h45 au domicile du président au moment où il se trouvait encore dans son lit en raison de sa santé. Pourquoi une seconde convocation alors que la première fois, les avocats du président Guillaume Kodjo ont bien signifié au SCRIC et au procureur de la République, preuve à l'appui, que leur client est en mauvais état de santé et ne pouvait pas se présenter personnellement. Au lieu de reprendre contact avec les avocats, 6 suites devaient être données au dossier. Le SCRIC renvoie une nouvelle convocation. C'est à croire qu'il n'est pas convaincu par les éléments présentés par les avocats ou tout simplement qu'il est instruit pour atteindre un dessein. Garder le président Guillaume Kodjo une fois qu'il réussirait à se présenter. Cet acharnement de la justice et de son auxiliaire, le SCRIC, contre Guillaume Kodjo, cache la malveillante intention du pouvoir RPT uni de conclure le dossier du scrutin présidentiel du 22 avril 2020 par l'arrestation et l'emprisonnement du vrai vainqueur. En réalité, ce que le pouvoir recherche, c'est de mettre derrière les barreaux à Guillaume Kodjo pour mettre fin aux revendications légitimes de la dynamique Monseigneur Kodjo, qui croit dur comme fer que son candidat est le vainqueur du scrutin présidentiel du 22 février 2020. Le pouvoir a certainement oublié que cette arrestation, même si elle venait à se réaliser, ne mettrait pas fin aux revendications de la grande majorité des populations togolaises qui ont voté massivement pour l'alternance et y aspirent profondément. Pendant que les États du monde sont préoccupés par la recherche de mesures pour assurer la protection de leurs citoyens contre la pandémie du coronavirus, le régime de Faure Gnassingbé cherche à emprisonner un leader politique, de surcroît son challenger au scrutin présidentiel. À ce jour, aucune mesure sérieuse n'est prise pour protéger les populations, sauf un couvre-feu qui permet de mieux contrôler le pays par la terreur du bâton et des intimidations. C'est dans ce chaos où il est difficile de reconnaître qui est infecté confirmé ou qui ne l'est pas, faute de dépistage systématique des populations, et pendant qu'on recommande partout le confinement, que la justice se permet de convoquer un leader politique. Imaginez la suite.
Face aux injustices et à l'arbitraire du pouvoir RPT Unir, qui veut donner une issue judiciaire à une crise post-électorale, au lieu de rechercher une solution politique, la dynamique Monseigneur Kodro réitère son appel au peuple togolais à la mobilisation pour faire échec à ce plan machiavélique qui vise à éliminer un adversaire politique qui ne cherche qu'à défendre les suffrages populaires exprimés en sa faveur par les électeurs et les électrices. La dynamique Kodro condamne ce harcèlement judiciaire contre son candidat victorieux et attire l'attention de la communauté internationale sur les graves conséquences qu'il peut engendrer sur la stabilité du pays. Au Togo comme en diaspora, les Togolaises et les Togolais doivent se mobiliser pour défendre leur victoire et s'opposer à cette énième forfaiture de trop du pouvoir RPT Unir. La dynamique Monseigneur Kodro lance un appel à la communauté internationale pour qu'elle soit attentive à l'évolution de ce dossier. Faite à Lomé le 8 avril 2020, la dynamique Monseigneur Kodro. Merci beaucoup, Justin Nani, pour vos visions. Tout à l'heure, j'ai cru entendre dans la déclaration que vous lancez un appel à l'endroit de la communauté internationale. De quelle communauté internationale? Vous restez pas sans savoir que actuellement l'État brandit les félicitations envoyées par l'Union européenne, la France, l'Allemagne à l'issue de ce scrutin en félicitant M. Paul Yassibou d'avoir gagné les élections et de l'encourager à poursuivre les réformes économiques, politiques, ainsi de suite. De quelle communauté internationale faites-vous allusion? De deux, j'aimerais avoir la position de la dynamique Monseigneur Kodro par rapport à la démarche du groupe des 5, puisque nous savons que dans la période de novembre, ces acteurs, ces représentants de l'institution ont rencontré les partis politiques, notamment les candidats. Et le vœu de chacun de ces candidats était d'aller au décompte des voix, bureau de vote par bureau de vote. Aujourd'hui, on constate que seuls les États-Unis, par la voix de son ambassadeur, a demandé à ce qu'on aille au recomptage des voix, bureau de vote par bureau de vote. Les autres, on ne les a pas entendu parler. Et voilà la position de leurs États. Quelle est votre position par rapport à ces ambassadeurs qui sont au Togo et qui représentent le groupe des 5, dont leur position aujourd'hui, à mon sens, est ambiguë? Je vous remercie. Oui, la question de Justin, qui est assez pertinente. De quelle communauté internationale parlons-nous? Alors, quand on évoque le concept de communauté internationale, on parle de l'ensemble des États qui sont représentés à l'ONU. Je crois qu'à ce jour, il y en a 54 à peu près. Alors, lorsque Justin Anani nous dit que certains États ont adressé leurs félicitations à M. Faure Gnassingbé pour sa réélection que nous contestons, je pense que vous parlez que de quelques États. Alors que nous parlons de la communauté internationale. La communauté internationale, c'est plusieurs États. D'abord les États africains, les États de l'Europe, en tout cas les États des 5 continents. Donc on ne peut pas réduire la communauté internationale à ce que vous évoquez et encore moins au G5. Donc nous nous adressons au monde entier, aux États, aux décideurs, aux organisations de la société civile et même au peuple. Parce que souvent, ou très souvent, la position des peuples est différente de la position de leurs chefs ou des chefs d'État. Donc nous
nous interpellons la communauté internationale et même la plupart de ceux que vous évoquez, quand vous les enfermez dans une salle, porte et fenêtre close, ils vous disent, bon, nous savons que c'est vous qui avez gagné, mais donc la communauté internationale pour nous, ce n'est pas tous ces États qui sont partenaires au Togo, mais c'est bien plus large que ça. C'est tous ceux qui parfois ne se prononcent pas, mais qui reconnaissent qu'il y a eu une élection présidentielle au Togo et que les résultats proclamés par les institutions officielles sont des résultats fausses et qu'en réalité c'est le candidat de la dynamique, Monseigneur Kodro, qui a gagné. C'est de cette communauté internationale que nous parlons et c'est à elle que nous réitérons notre appel. Alors, quelle est notre démarche vis-à-vis du groupe des 5? Évidemment, en amont comme en aval, la dynamique a rencontré le G5. Et il nous souvient que quand nous avions rencontré le G5, je l'ai déjà dit ici une fois, nous avions dit à ces ambassadeurs que les institutions qui organisent les élections ne sont pas fiables et que nous ne leur faisons pas confiance. Mais néanmoins, nous sommes des politiques, nous ne laisserons pas le terrain libre, nous allons affronter le pouvoir, malgré que le cadre électoral n'est pas sain. Et moi, je m'étonne que ce pouvoir ait toujours refusé d'assainir le cadre électoral, alors qu'il prétend avoir gagné toutes les élections législatives, locales comme présidentielles. Donc celui qui normalement dit qu'il gagne toutes les élections doit pouvoir s'accorder avec ses adversaires sur un cadre électoral sain. Ça n'a pas été le cas, mais nous avons dit nous allons aux élections quand même. Évidemment, nous nous apercevons que les institutions sont sous les bottes. Mais il nous souvient que nous avons dit aux ambassadeurs que nous exigeons la proclamation des résultats bureau de vote par bureau de vote. Et ce jour-là, c'est l'ambassadeur de France qui nous a dit « Ok, j'irai voir le ministre de l'administration territoriale pour lui dire vos revendications et que lui-même il estime que ce que nous revendiquons est légitime. » Alors au final, il n'y a que les États-Unis qui ont demandé après la proclamation des résultats que eh bien, les résultats soient publiés bureau de vote par bureau de vote. Et donc quelle est aujourd'hui la position du groupe des 5? Évidemment, nous avons discuté avec eux, nous ne pouvons pas vous dire quel est le contenu de nos discussions, mais nous pouvons simplement vous dire que toutes les discussions que nous avons eues avec eux les met dans un état de doute par rapport aux résultats qui ont été proclamés. Parce que les ambassadeurs nous ont demandé, de la même façon que nous demandons à vous, au sein de la dynamique, de nous apporter la preuve de votre victoire, nous avons demandé également à UNIR, qui est un parti politique qui a placé les gens dans les bureaux de vote, de nous fournir les procès-verbaux de leur parti. C'est-à-dire que UNIR n'a pas fourni les procès-verbaux qu'il a récoltés dans les bureaux de vote, indépendamment des procès-verbaux qui ont servi à la CENI de proclamer les résultats. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est-à-dire que la CENI a proclamé les résultats sur la base des procès-verbaux des CELI, mais UNIR avait des représentants dans tous les bureaux de vote, comme nous aussi nous en avons eu. Donc les ambassadeurs demandent aussi à UNIR de fournir les procès-verbaux de leurs représentants dans les bureaux de vote pour corroborer les résultats de la CENI, n'ont pas été capables de fournir les résultats de leur parti. Et ça, les ambassadeurs nous l'ont dit. Alors donc, c'est pour vous dire que
nous sommes au Togo. Le Togo est un État souverain, mais qui ne peut pas vivre en vase clos, mais qui ne peut compter que sur ses populations et sur ses ressorts pour régler ses problèmes. Donc, quelle que soit la position du G5, nous, en tant que dynamique, Monseigneur Podro, nous estimons que c'est nous qui avons gagné les élections et nous revendiquons notre victoire. Point final. Ça ne dépend pas de la position qu'aurait un État quelque part ou un G5, mais pour nous, en tant que dynamique, nous avons gagné les élections et nous réclamons notre victoire. Ça n'a rien à voir avec la position du G5. Voilà. La position exprimée par Fulbert Atisso en disant que ça fait longtemps, ça fait plusieurs décennies que les Togolais ont commencé leur lutte pour instaurer la démocratie et pour que cette démocratie-là s'instaure. Ce matin, met le doigt sur le mécanisme qui consiste, quand on organise des élections dans des conditions non transparentes, à proclamer des résultats qui sont totalement différents de ce qui est exprimé dans les urnes et à compter sur la communauté internationale pour reconnaître les élections et féliciter et donc boucler le processus. On n'a fait que ça depuis plusieurs années, d'élection en élection. Et je pense que c'est ce que le régime a voulu faire. Cette fois-ci encore, en 2020, où on a proclamé des résultats, alors même qu'il n'avait pas encore les PV, alors même qu'il n'y a pas eu de délibération sur les résultats des élections au niveau de la CENI. Nous savons les conditions dans lesquelles ces résultats ont été proclamés. Et maintenant, cette fois-ci encore, on se prévaut de ce que les États ont reconnu ces élections-là. D'abord, on voudrait vous faire observer que même si certains pays ont pris position dans le sens de la reconnaissance de ce qui a été fait, vous avez tous observé la gêne qu'il y a. Et c'est tout simplement dommage que ces pays n'aient pas eu le courage d'aller jusqu'au bout, de tirer les conclusions qui s'imposaient de ce qu'eux-mêmes ils ont observé. Ils savent que ces élections n'ont rien de transparent. Ils ont peut-être voulu encore une fois sacrifier aux règles de la diplomatie. Mais ce que nous voulons vous dire, c'est que ça ne marchera plus cette fois-ci. C'est que les Togolais ne se laisseront plus prendre à ce jeu qui consisterait à dire « Ah, les États se sont prononcés, les grandes puissances se sont prononcées, donc c'est fini, on ne peut plus rien. » C'est celui qui porte la plaie qui doit chercher des solutions pour arrêter, pour guérir cette plaie-là. Et nous sommes condamnés à le faire cette fois-ci. Donc, ces prises de position des grandes puissances ne nous arrêteront pas parce que nous sommes les premiers concernés. Nous irons jusqu'au bout pour ne pas mettre le Togo en danger. Est-ce que vous imaginez qu'on conclut ces élections du 22 février dernier sur cette note-là où celui qui n'a pas vaincu sera proclamé vainqueur? Mais qu'est-ce que notre pays va devenir? Vous allez encore demander aux Togolais de sortir dans ce pays pour aller à des élections? Non, nous avons trop conscience de nos responsabilités. Nous avons conscience de ce que la lutte que nous menons n'est pas notre lutte, à nous qui sommes
représenté dans la dynamique Monseigneur Kodjo. C'est la lutte de tous les Togolais. Nous sommes héritiers de cette lutte-là. Il y a eu des aînés avant nous qui ont commencé et nous avons le devoir de la conclure dans l'intérêt des Togolais. Rien ne nous fera renoncer à poursuivre ce combat. Donc, je voudrais en profiter pour dire aux autorités actuelles que ce n'est pas la peine qu'elles s'acharnent sur le président élu Agbeyomi Kodjo. Ce n'est pas la peine. Ça ne réglera pas le problème. Ce n'est pas ça qui va faire arrêter les aspirations profondes des Togolais. Voilà. Donc, qu'on ne nous dise pas, les pays ont reconnu, qu'est-ce que vous faites? Il n'y a plus rien à faire, c'est plié. Non, rien n'est plié. Cette lutte est la nôtre. Nous la poursuivrons et notre victoire, nous l'obtiendrons. Voilà. Ma question est la suivante. Nous savons que la gendarmerie SCRIP a convoqué M. Agbeyomi Kodjo pour une première fois. Ses avocats l'ont représenté, vous l'avez dit. Une seconde fois, c'est demain. Alors, si le candidat, ou bien disons M. Agbeyomi ne se représente toujours pas, est-ce que vous envisagez aussi que, disons, je ne maîtrise pas trop ce que la loi prévoit à ce niveau, si on convoque une fois ou une deuxième fois ou une troisième fois, ils peuvent débarquer. S'ils se mettent dans cette posture, qu'est-ce que la dynamique prévoit? C'est-à-dire s'ils décident peut-être de venir ou même chercher le candidat de la dynamique, qu'est-ce que vous prévoyez par rapport à cela? Deuxième préoccupation, si sur les réseaux sociaux, quand nous voyons la dynamique réagir une seconde fois, les gens disent: ah, vous êtes encore à ce niveau, ce débat est clos depuis. Ça, c'est les réactions des militants, pas des moindres, de certaines formations politiques qui ont aussi pris part à ces élections. Ceci étant, quelle est la relation aujourd'hui entre la dynamique Kodjo et les différentes formations politiques qui ont présenté des candidats au scrutin du 22 février? Merci. Est-il une chance ou une malchance pour la dynamique, Monseigneur Kodjo? Parce que tout à l'heure, dans votre déclaration liminaire, vous avez lancé vers la fin un appel à la communauté. Donc, est-ce que l'actualité du coronavirus est-elle une chance ou une malchance pour la dynamique? La deuxième chose, quand on regarde les Jeux olympiques ou le mouvement olympique, il y a ce qu'on appelle la trêve olympique qui permettait, même si les pays sont en guerre, de laisser tomber la guerre pour faire les Jeux. Est-ce que au niveau de la dynamique Kodjo, vous pensez à lancer un appel à une trêve politique? De la personne en question, le président du groupe Les Rassembleurs, il fait état de ce que il a quitté la dynamique. Donc, le reste n'est que rumeur. Pourquoi il n'est pas là? Ben, s'il n'est pas là, il y a d'autres aussi qui ne sont pas là. Il y a beaucoup d'autres qui ne sont pas là. Vous connaissez beaucoup d'autres qui ne sont pas là. Donc, je pense que la seule preuve qu'il a quitté la dynamique, c'est une déclaration ou un communiqué officiel des rassembleurs qui le prouve. Donc, il n'y en a pas. Et donc, ne restons pas collés aux rumeurs. Deuxième chose, voilà, celui qui est venu au pouvoir le 5 février 2005 par un coup d'État constitutionnel, militaire. Justin a parlé de triple coup d'État, ce qui est vrai. Mais pourquoi est-ce que contre celui-là, personne n'a pu rien faire jusqu'à présent? Et que Agbeyomi Kodjo, qui s'inscrit dans la revendication de sa victoire et qui pose des actes politiques, on l'inculpe. Donc c'est à croire que le Togo est une jungle où c'est le plus fort qui impose sa loi. La raison du plus fort est toujours la meilleure et
les argumentations de Justin Anani l'ont démontré. Donc nous n'avons pas besoin de le... Nous n'allons pas le démontrer tout à l'heure, comme le dit si bien la fable, mais c'est démontrer que, voilà, un monsieur qui est arrivé au pouvoir dans des conditions de coup d'État et qui a noyé dans le sang les revendications populaires. Tout le monde connaît le nombre de victimes qu'il y a eu. Et bien voilà, c'est lui qui poursuit les gens en disant on a utilisé les emblèmes de l'État, on a fait ci, on a fait ça. C'est le monde à l'envers. Et je crois que tant que le monde est justice et que ce monde continue, nous espérons que un jour arrivera où ceux qui ont posé l'acte auquel vous faites allusion répondront aussi devant la justice. Alors, est-ce que le coronavirus est une chance ou une malchance? C'est une malchance pour le monde entier. Parce qu'une maladie qui fait des victimes, une pandémie qui fait peur, qui sème la terreur partout, qui brise l'économie mondiale et qui amène les gens à rester chez eux, à ne pas être capables d'aller travailler. C'est une malchance, aussi bien pour le monde entier que pour le Togo en particulier. Donc on ne peut pas parler de chance. En tout cas, nous, la revendication de notre victoire ne tient pas compte du coronavirus. C'est vrai que nous sommes conscients que cette pandémie existe. Nous prenons des mesures et nous déplorons le fait que le gouvernement ne prend pas suffisamment conscience de ce que la pandémie existe et ne prend pas des mesures pour protéger les Togolais. On a décrété un couvre-feu normalement dans d'autres pays. Lorsqu'il y a couvre-feu, on profite de la nuit pour désinfecter tout le pays, les marchés, les lieux publics. On ne le fait pas pendant les couvre-feux. On circule quand on voit des gens qui ont des occupations, parce que parfois il est possible que vous ayez des occupations pendant la nuit, votre enfant est malade, vous êtes retenu, votre moto est en panne, votre véhicule est en panne, eh bien on rose proprement les gens. Voilà. Donc il n'y a pas de mesure efficace. Les gens pensent qu'on a rendu l'électricité gratuite alors qu'on parle de la tranche sociale qui ne fait pas plus de 2000 francs. Voilà, on a suspendu les activités des étudiants. On n'a pas prévu de mesures d'accompagnement. Depuis ce matin, on parle de 20 000 francs par mois qu'on allait leur attribuer. Donc voilà les insuffisances de mesures de la part du gouvernement qui montrent son insouciance vis-à-vis de ces populations. Et pendant qu'il y a ce coronavirus, on s'acharne contre un leader, on veut le convoquer au SRI. Personne ne sait le lieu dans lequel il va être reçu. Personne ne sait ceux qui vont l'interviewer. Et tout ça est dangereux quand même. On ne peut pas se permettre ça pendant que le monde entier se préoccupe de prendre des mesures contre le coronavirus et notre État se préoccupe d'arrêter un leader politique qui ne fait que revendiquer sa victoire légitime à une élection. Donc, peut-être que c'est une chance pour le gouvernement, mais pour nous, au sein de la dynamique CODRO, c'est une malchance pour le Togo, c'est une malchance pour le monde entier. Alors, pourquoi est-ce que, même dans les grands jeux, y compris les Jeux Olympiques, lorsqu'il y a des événements, on décrète une trêve pour que tout le monde se rassemble pour faire face à cet événement? Et pourquoi il n'y a pas de trêve ici? Tout à l'heure, dans notre déclaration liminaire, nous avons dit que tous les actes qui sont posés par la dynamique depuis la proclamation des résultats que nous avons contestés sont des actes politiques. Aucun acte posé par la dynamique n'est criminel, n'est délictueux. Nous sommes dans des actes de revendication de la victoire.
Alors pourquoi on ne peut pas comprendre ça et aller vers une solution politique? La trêve est bien chiche. Tout le monde veut une trêve, si tant est qu'on comprend que, au lieu de s'acharner à travers la justice aux ordres contre celui qui a gagné les élections, si on est d'accord que tout le monde fasse une trêve pour que on recherche une solution politique, personne ne l'a refusé à mon avis. Donc voilà, la trêve, pourquoi pas, mais ce n'est pas nous qui empêchons la trêve d'avoir lieu, si tant est que la trêve est nécessaire pour le Togo. Alors qu'est-ce qui va arriver si jamais Agbeyomen se présente ou refuse de se présenter? Dans tous les cas, ce que nous avons l'intention de faire à partir de demain, vous le saurez, et donc voilà les conséquences qui vont advenir aussi. Vous les saurez, nous n'allons pas vous dire c'est quelle position que nous allons adopter, mais dans tous les cas, dès demain, la convocation est prévue pour 9 heures. Vous saurez ce que la dynamique Kodro va faire, l'attitude qu'elle va adopter, et bien les conséquences qui vont en suivre, vous en serez informés également. Bon, voilà, je pense que... Relation avec les autres partis, Carbone veut répondre. Merci. Relation avec les autres partis. Je pense que après les élections du 22 février, nous avons adressé des invitations à tous les candidats. Non seulement ça, le président s'est personnellement déplacé, le président Agbeyomen s'est personnellement déplacé au domicile de presque tous les candidats, sauf peut-être un seul parti qui n'était pas, dont le candidat n'était pas sur le territoire togolais à la fin du déplacement. L'objectif de cette démarche était de rassembler, d'unifier notre stratégie face à la crise post-électorale annoncée par la Cour constitutionnelle en proclamant d'autres résultats que ce qui est dans les urnes. Alors, je crois que même après ça, il y a eu des invitations à tous les partis, à tous les candidats et aux autres partis politiques qu'on devrait se rencontrer pour échanger. Mais l'arrivée du coronavirus a interrompu, a fait reporter cette date à une date ultérieure. Et nous pensons que incessamment cela va se faire dès qu'on aura pu prendre des mesures idoines pour vraiment rassurer tout le monde de la tenue de cette rencontre. Merci beaucoup. Bon, je considère que nous avons eu suffisamment d'éclaircissement. Nous remercions les journalistes, mais avant de partir, le patriarche, nous l'appelons affectueusement le patriarche de la République, a une déclaration à faire. Monseigneur.